Que yo te fa, Marguerite mamie, que yo te fa, que te vira de là, que yo te fa, Marguerite mamie, que yo te fa, que te vira de là, yo virate des cheveux, Marguerite mamie, yo virate des cheveux, et yo t'embrasserai, yo virate des cheveux, Marguerite mamie, yo virate des cheveux, et yo t'embrasserai. Moi j'ai toujours été même plus que mes frères et sœurs attachés au village, je suis venu plus souvent ici. Et après moi je suis arrivé il y a en 2000, vraiment où je suis venu habiter ici essentiellement pour le travail en fait. Je finis mes études et je venais travailler saisonnier à la station de ski aux Estables l'hiver. Tu disais qu'en fait donc toute ta famille est d'ici et tu dis que tu étais plus attaché que tes frères et sœurs au village. Et ça tient à quoi en fait? C'est quoi qui te... Ouais, moi j'ai toujours été plus dehors, plus dans la nature quoi. Et le côté montagne, les hivers un peu plus rudes, un peu plus voilà, moi je n'ai jamais été trop citadin, même pendant mes études. Donc moi j'ai fait des études plus dans l'environnement, je voulais faire mes études dans des endroits plutôt perdus, dans des petites villes, et toujours plus d'attachement au rural et à la nature, quoi. Et alors, du coup, on parlait rapidement là d'hiver. C'est quelque chose qui vous a attiré en fait à venir ici aussi en disant on va avoir des saisons très marquées. Moi, je viens des sommets vosgiens, à vrai dire. D'accord. Donc la neige, je connais. Après, ce qui est différent ici, c'est le vent. Là, je me suis toujours pas habituée. Mais la neige, pas du tout. Même si où j'habite à un endroit où il n'y a pas de neige, ça fait pas du tout. Ouais. Donc 6 mois de neige, moi ça me dérange pas. D'ailleurs là, on l'attend avec impatience. C'est le calme. La neige. Puis toi, c'est pareil, hein? Oui, non, enfin voilà, on a toujours vécu. Enfin moi j'ai toujours vécu en Auvergne. On a toujours fait des activités hivernales. Ça n'a jamais été choses qui n'ont jamais posé de problème pour nous. Au contraire. Au contraire. Avoir de la neige ils avec les inconvénients. Ils arrêtent de parler neige au mois de juin et ils reprennent à parler de la neige au mois d'août. Ouais. Ah ben, j'ai le souvenir d'un jour que j'ai failli rester dans la neige. Ah, ça c'est sûr. La burde m'a pris là-dedans, comme je suis très grande. Ça tournait, j'y voyais rien, je me mise comme ça. Tout d'un coup j'ai dit, tu t'arrêtes. J'avais toujours entendu dire, c'est quelqu'un qui est dans la neige, s'il s'assied, je suis fichu. Alors j'ai continué comme ça, mais j'avais du mal à respirer parce que je voyais rien. Et puis après, je suis arrivé alors qu'il il y avait beaucoup moins de neige, puisqu'il y avait moins de murailles, et ça n'avait pas accumulé, quoi. Et puis, je suis arrivé à me rendre. Mais ça a été tout juste, hein. Et alors, du coup, comment ça se passe la vie en hiver quand il y a beaucoup de neige? Ben, déjà, on voit plus les voisines en robe de chambre. Le matin. On les voit plus. Parce que ça, c'est vraiment à Fresnay. Alors, je sais pas comment c'est dans les autres villages. Mais toutes les mamies jusqu'à midi, elles sont en robe de chambre. Toutes. Non, nous ça change pas grand chose parce qu'on n'a pas envie. Enfin, ça change pas grand chose. Non, nous on a envie de vivre en fait. Je pense que les gens qui se disent on est coincé, c'est pas qu'ils n'ont pas envie de vivre, mais c'est que tout de suite ils en font une montagne quoi. Ils disent ça va être compliqué. Bon, bah, oui, ce qui est compliqué, c'est sortir, il fait froid, faut dégivrer la voiture, faut pas rouler sur la neige. Et puis l'hiver, c'est sympa, moi je trouve qu'il y a plus d'entraide justement entre les voisins. On va aller déneiger la porte du papy qui est un peu le dos cassé et qui arrive pas. Ou alors on se coince, faut pousser les bottes. On se coince, il faut aller demander le tracteur du paysan pour venir nous aider. Et au niveau du lien social du village, c'est plus important qu'en été où il y a quand même le côté agricole qui reste et c'est un peu tout le monde dans le foin, tout le monde dans le machin. Et là c'est vrai que c'est plus social. Au lac de Saint-Front, il y a une tant belle fille
une tant belle fille, belle comme le jour. Un jeune capitaine vient lui faire la cour. Un dimanche matin, passant devant sa porte, lui souhaitant le bonjour. Mignonne, je pars en guerre, mignonne, viendras-tu? Galant, attends un peu, que je ramasse mon bagage. Que je ramasse mon bagage, galant, attends un peu. Je vais monter en selle derrière mon amoureux. Mais ici, c'est le pays des grenouilles. Et on nous appelle que les grenouilleurs, d'ailleurs, à Fresnay. Notre sobriquet. Le sobriquet des monastiers, c'est les mange-chèvres. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Les mange-chèvres, les mange-sabres. Les mange-sabres. Mais le nom des grenouillards, c'est venu que c'était un pays à grenouilles ici. Là où le temps des Barthes, il y a toujours eu des grenouilles. C'est pour ça qu'on nous appelait les grenouillards. On y allait la nuit, quand c'était nuit, à la lampe électrique. Donc on peut les attraper comme on pouvait. C'était pas toujours évident, ces grenouilles. Et après, vous les mettiez dans quoi déjà? Et on les tuait. On les mettait dans un sac ou dans un seau. Puis après on les écorchait le lendemain. On coupait la tête et puis on enlevait la peau et les boyaux, quoi. Puis on les faisait, c'était bon à manger, les grenouilles. À la poêle? Alors vous les mangez comment? À la poêle. Comment vous les préparez? À la poêle. Juste à la poêle, comme ça? Du beurre. Oui. Et ça se fait plus, ça? Avant c'était plus simple. Et non, c'est interdit d'y aller. C'est interdit de les ramasser. C'est fou ça. Et c'est à quel moment que ça se faisait la chasse aux grenouilles? Avril. Mois de mars, fin mars, ouais. Ça dépend un peu le temps qu'il fait, s'il fait beau. Et vous y allez entre copains ou comment ça marche? Ah oui, des fois il y avait du monde. On était une dizaine des fois. Tout le monde avec sa lampe électrique. Et puis des fois on y allait pour s'amuser. On a ramassé guère. Ça c'est une sortie. Il y avait des grandes foires, il y avait des animaux, il y avait beaucoup d'animaux.
Il y avait la foire des chevaux et des forains, il y avait toute espèce de forains, il y avait des marchands de bestiaux. Ah ben il y avait des foires partout. Monastier, Costaro, Saint-Julien. Les Estafes, sur Lignon, Saint-Franc, il y avait des foires. Alors c'était le rassemblement. Au printemps, il y avait toutes les foires grasses, qu'ils appelaient, où ils allaient vendre leurs bêtes de l'hiver. Et il y avait, voilà, et des marchés. Oh, ben il y en avait tant. À ce matin, le 11 novembre, c'était foire. Après, l'hiver, tous les 15 jours, c'était foire. Il y a les grandes foires, c'était le 19 février, le marché du 1er janvier. On amenait les bêtes, la place, c'est la place, toute la place d'en haut, là-haut. Vous êtes passé au café du commerce? Oui. Eh bien, après, tout le haut jusqu'aux maisons. Et il y en a même que ça s'est tiré sur la route qui va dans l'Ardèche, mais puis ici d'en bas aussi. Il y avait des grandes foires, ici à Fresnes-et-Non, mais aux estables. Il y avait des grandes foires, hein, surtout quand on venait le mois d'août. Et ici, ce qui se faisait, je répète, les paysans comme mes parents, ils dressaient des paires de bœufs. Alors, quand ils étaient bien dressés, qu'ils avaient 3 ans, 4 ans, ils les montaient aux estables à la foire. Et ces bêtes, ils partaient dans la Drôme, dans d'autres pays, pour le travail. Mais aux estables, là, avant la guerre, même après la guerre, il y avait 200 ou 300 bêtes. Et toutes des bêtes de travail. De 2 ans jusqu'à 4 ou 5 ans. Oh ben, il y en avait un peu de tout, hein. Il y avait des chalounes, des fromantes, des grillons. Et oui, parce qu'il y en a qui étaient blanches, d'autres fromantes, d'autres un peu sur le noir, d'autres complètement noires, mais il y en avait tant de races. Il y avait surtout des vaches, il y en avait qui étaient dressées aussi, mais très peu. C'est surtout des bœufs pour le travail. Et des chevaux. Des chevaux, il y a des foires de chevaux, mais pas ce jour-là. Mais il y en a toujours. Il y en a toujours, c'est ça. Il y en a toujours, les tables, même beaucoup d'autres communes. Mais maintenant, les chevaux, avant, je dis ici, tous les tables que je connaissais, c'était la voiture des fermes. Ils avaient un cheval dressé et une carriole. Quand ils voulaient sortir, ils voulaient chercher quelque chose au village, ils attelaient le cheval et allaient. Ils allaient à la messe avec ça. Parce qu'avant, la messe dans les petits villages, personne ne manquait la messe. C'est bon s'il fallait regarder les enfants, les enfants en bas âge, mais autrement, même pour faire 2 ou 3 kilomètres, tout le monde y allait. Moi je parle parce qu'on était isolés. On venait faire les commissions le dimanche. Alors le dimanche, on partant de Fresnes, on prenait de chaque côté et allait. Là où j'habitais en étant gamin, pour venir à Failly, il y en avait 10 kilomètres à pied. Donc il fallait au moins 2 heures. À peu près, tout dépend comment ça marchait. Vous deviez partir la nuit? Oh, de grand matin, oui. C'est quelle heure de grand matin? Eh bien, des fois 5 heures et 5 heures et demie. Tout dépend de ce qu'on menait. Les brebis, ça n'allait pas bien vite, hein. Et les vaches non plus. La foire des chevaux, elle était un peu plus... La foire des chevaux, elle finissait que le soir. Parce qu'après, ça faisait un peu la java, quoi. Dans les cafés, par là. Dans les bistrots? Dans les bistrots. Il y avait des musiciens qui jouaient? Un peu? Le fin gras, il a servi, Guérin, il a servi quand même 300 repas. Et il s'est arrêté parce qu'il n'avait plus rien. Eh ben, oui, donc c'est pas rien. C'est pas rien. Et à l'époque, il y avait beaucoup de gens qui mangeaient, et ça dansait un peu dans les cafés? Ça dansait un petit peu. Ah oui. La vogue. Ah, la vogue, ça c'était mortel, ça aurait tué un chien avant de sentir. Oh, toujours le premier dimanche après le 15 août. Ça avait toujours été comme ça, c'était une tradition. Puis chacun garde un petit peu sa vogue pour qu'elle soit un petit peu égalisée sur le secteur. Il y avait les jeux. Après-midi, il y avait les jeux pour les enfants, il y avait la loi, il y avait le jeu de biches, il fallait casser des biches, les œufs bandés. Alors dans certaines biches, il y avait des friandises, il y avait des jouets, je sais pas quoi. Et dans d'autres, il y avait de l'eau, hein. Alors, et on avait les œufs bandés. Alors ça nous amusait bien, même si ça nous arrosait, c'était pas méchant. Et puis après, le soir, on allait danser. Il y avait le bal. Il y avait le bal pour les familles, hein. C'était pas jeune, c'était pas débarqué. On allait dans les bars,
Ils avaient une terrasse où ils mettaient dehors, ils mettaient un tréteau et ils faisaient danser. Et alors ils décoraient bien, ils faisaient des podiums pour l'orchestre, et puis ils faisaient un parquet en planche, et autour ils mettaient des branches avec des papiers crépons, avec des roses, c'était joli, c'était... Et puis il y avait les défilés pour la Vogue, les chars fleuris. Le mois de ça va finir, il faut bien qu'il en sorte, le mois de mai va commencer, nous venons vous l'annoncer. En chantant ce jour qui nous réveille, en chantant sur le mois de mai qui donne la groseille. Vous passiez le mai ici? À une époque, oui. On faisait la tournée des maisons et on chantait un peu et il donnait un œuf. Et puis après des œufs, on faisait une omelette, on allait manger l'omelette chez une personne. Oui, ça s'arrêtait là. On passait dans les maisons, on chantait le mai et puis voilà, et ils nous donnaient un œuf, et le soir on faisait une omelette. Ce qu'il y avait le feu de la Saint-Jean, la Jeanne d'Arc. La fête de Jeanne d'Arc, on faisait un fouga. Et ils dansaient autour du feu, ils faisaient la ronde, ça je m'en rappelle. Il y avait le mois de Marie aussi avec ça. Il fallait aller prier à l'assemblée. L'assemblée du village, on se réunissait tout le mois de mai. Il y avait du monde dans ces soirées de veillée, du jour sans le marié. C'était un divertissement pour nous. Ouais. C'est un divertissement pour vous? Oui. C'est un divertissement. Après, on allait se bisouter. Des fois, il y avait des balles à la campagne aussi. La Bourreille d'Auvergne, la Bourreille, oui bien. Et vous dansiez, vous, la Bourreille? Oh, un petit peu, oui. Oui, un petit peu. Alors ça se dansait, comment elle se dansait ici, la Bourreille? À 4, surtout. À 4? Oui, oui. Il fallait taper au bon moment, tous à la fois. Si on s'entendait bien, ça faisait qu'un seul machin. S'il y avait un peu, ça faisait un peu la patraque, comme on dit. Mon papa adorait danser. Ah, il dansait. Ah, il adorait danser. Il dansait pas tout. Quand je dis tout, mais aussi bien qu'un plus jeune, c'est un gars qui adorait danser la bourrée. Il avait fait des concours avec son beau-frère, je vous parle de plus jeune, après quand il avait 25 ans. À la bourrée, à celui qui fatiguerait l'autre, au premier qui abandonnerait. Et c'est très très physique, je veux dire, le rythme et tout. Donc c'était des bourrées à deux, ils dansaient à deux. La croisée, mais à tel point que je veux dire, même sur la fin de sa vie, un jour on a mis un peu d'accord de la bourrée, il était sur un fauteuil roulant un peu plus élevé, on a vu son pied qui battait la mesure et une larme qui coulait. Parce que lui, ça menait de danser, il aimait ça. Il avait ce qu'il tenir, ma grand-mère aussi adorait ça. Et justement, avec ces intervillages qu'ils avaient fait avec Christine Lacuche, ils avaient fait des concours de bourrée. On a commencé drôlement. Je crois qu'on a commencé en 68. Parce qu'il y avait toujours eu un dancing dans le village. Et c'était les patrons qui jouaient de l'accordéon. Le papa il jouait déjà de l'accordéon, il l'appelait Louiseau. Et le fils, après, avait repris. Les deux fils jouaient, mais enfin surtout un. Et il est décédé en 68, en mai 68. Donc la vogue se faisait, il fallait faire danser comme dans tous les villages. Et nous on a dit, si on essayait de faire danser, rien que pour la vogue. Et ça a bien marché, mais alors, ça a bien marché, mais la construction n'était pas complètement finie, la salle n'était pas finie, on était sur des tables qu'on a mis des caisses dessous pour tenir les tréteaux, vous devez connaître ça. Après, on a continué, on a dit si on essayait un deuxième dimanche et puis un troisième, et puis on a fait venir des orchestres, et puis voilà. On le faisait tous les dimanches, de 2h à 7h. Puis quand ça a changé l'heure, ça a changé un petit peu, ça s'était reculé, c'était 3h, 7h. Mais c'était bourré, et à 7h, les musiciens s'arrêtaient, et les jeunes s'en allaient. Vous disiez que c'était plein, mais vous deviez combien de personnes? Oh, c'était 50 ou c'était 300? C'était une moyenne de 400.
le petit dique qu'on voit tout en bas, de la dent du diable, hein, cette espèce de crochet, serait le lieu où se trouvait le château des seigneurs du Mézin. Et on retrouve notamment dans pas mal de fermes d'ici des réemplois, c'est-à-dire le château a dû être démonté et certaines fermes on a réutilisé des pierres. Donc il y a des fois des pierres assez massives que tu retrouves dans des fermes tout autour là. Et alors il y a l'histoire du crapaud de sabbat, soi-disant dans ce château des seigneurs du Mézin, il y avait une cave. Et dans cette cave, il y avait une table en or sur laquelle était posé un crapaud qui était vraisemblablement le diable lui-même et qui surveillait cette table. Quiconque essayait de s'en approcher était emporté en enfer. Et la légende raconte que pour s'en emparer, il fallait qu'une nourrice amène un enfant nouveau-né, non baptisé, qu'elle le dépose sur la table, et pendant que le crapaud se changeait en diable pour emporter le pauvre enfant, il était possible de prendre la table en or et de s'en emparer, quoi. Alors l'histoire que vous allez sans doute entendre peut-être à plusieurs reprises, c'est l'histoire la plus terrible, la plus terrifiante, qui fait encore peur aujourd'hui à des gens, mais une génération avant moi, ou de ma génération encore, hein, des gens qui ont très très peur du moulin de Père B. Et ce moulin de Père B, c'est un ancien moulin à eau, dont il ne reste pas grand-chose aujourd'hui, qui est sur une rivière qui s'appelle l'Aubépin. C'est vraiment une vallée très encaissée entre l'Aussonne et Saint-Front. Et ce moulin a défrayé la chronique en 1902-1903. On disait que c'était les filles du meunier. Donc Marie et Philomène, 10 et 14 ans, étaient peut-être possédées par le diable, mais au moins obsédées. Elles faisaient des tas de choses étranges. On racontait qu'elles faisaient des roulades à l'envers en montant les côtes, ce qui est juste physiquement impossible, ou alors qu'elles avaient des crises, vous savez, comme des crises d'épilepsie, qu'elles tombaient d'un coup, les yeux à l'envers, et qu'elles bougeaient dans tous les sens. Et elles se disaient ensuite piquées par des milliers d'aiguilles brûlantes. Et quand les hommes costauds essayaient de les maintenir pour pas qu'elles se cognent, qu'elles se fassent mal, ils pouvaient pas, ils les lâchaient directement. Ils étaient eux-mêmes brûlés par ces soi-disant milliers d'aiguilles, quoi. Le moulin de Père B, ben c'était soi-disant, il y a toujours non, c'est plutôt un tas de pierres qui est en allant sur la route depuis après le village de Vachabert. Il y avait un monsieur qui vivait là avec ses deux filles. Et un jour, il allait à la foire, puis il a rencontré un monsieur qui n'avait pas de sous, lui, il était fauché. Alors ce monsieur lui a dit, bon, ben, écoute, si tu me vends ce que tu as derrière ta maison, je te donne plein d'argent. Alors il a examiné, puis il a dit, oh, derrière ma maison, il n'y a pas grand-chose, il y a des vieilleries. Eh bien oui, d'accord, entendu, je le vends. Et puis, quand il est arrivé chez lui, il avait bien vendu les vieilleries, mais il avait oublié qu'au milieu de la maison, il y avait aussi ses deux filles. On racontait que le meunier, le père Joubert, un jour, en rentrant au moulin, en redescendant au moulin, il était presque arrivé, il rencontre un étranger avec un grand chapeau, une canne, etc., qu'il ne connaît pas. Et l'étranger lui dit, tiens, père Joubert, j'aimerais acheter ce qu'il y a devant la porte de ta grange. Et le meunier réfléchit, il dit, il y a une vieille roue de char, il y a 4 planches, il y a un vieux seau en fer blanc, il n'y a pas bien grand-chose, quoi. Donc ils conviennent d'un prix, ils font la pâche, ils tapent dans la main et tout. Et le père Joubert, en rentrant chez lui, il découvre qu'il y a ses deux filles, qu'il y a Marie et Philomène en train de jouer devant la porte de la grange. Donc la légende s'empare de ça et raconte que le père Joubert, sans faire exprès, a vendu ses filles au diable. Alors après, il y a eu des tas de choses, les chaînes des bêtes se défaisaient toutes seules, le feu quand il était éteint, il s'allumait tout seul, il y avait du bruit, il y avait les bêtes qui se promenaient dans la maison, enfin c'était hanté, quoi. En réalité, je pense que c'était ni plus ni moins que de la physique. Et dans cette maison, on disait que les pierres bougeaient, hein, qu'il y avait des pierres qui sortaient du mur, qui flottaient, qui faisaient des zigzags. Ou alors il y a des pierres qui rentraient dans la maison, qui roulaient. Donc c'était quelque chose de terrible, quoi. Hein. On disait que les draps et les couvertures se soulevaient des lits, des dormeurs, sortaient de la maison en flottant,
il allait recouvrir les vaches dehors. Donc c'est sympa pour les vaches, mais c'est quelque chose qui faisait très peur, quoi. Et donc il y avait le curé de l'Aussonne et surtout le père Chapuis, le curé de Saint-Front, qui venait les interroger pour savoir s'il y avait besoin d'exorcisme, etc. Et la plus petite, à 10 ans, elle lui répond « je ne parle pas aux voleurs ». Alors dire ça à un curé en 1902, c'était... ça rigolait pas, quoi. Et donc le père Chapuis se met en colère, il dit « mais comment oses-tu dire ça à un prêtre ?» Et elle lui répond « quand vous aviez mon âge, vous avez pris une boule de chou dans un champ, qui n'était, dans un potager, qui n'était pas à vous. » Et le curé, il tombe assis, il dit « c'est vrai, mais personne ne m'a vu et je ne l'ai jamais dit à personne. » Comment cet enfant de 10 ans peut savoir ça? À Beausoleil en montagne, près de Saint-Julien-Chapteuil, et un bon pied, bon oeil, très connu dans la campagne, le père Claude Verdier, de son argent se glorifiait. Le père Claude toute sa vie, comme un brave paysan, travaillant toujours ses champs, avait des économies, son avoir en bel argent valait 200 000 francs. Il avait donné naissance à 3 filles et un garçon, l'une avait des rejetons. Personne n'était dans l'aisance, un partage tous demandaient, mais le vieux le refusait. La Mélina, l'Alphonsine, qui prétendent être étrangères à la mort de leur pauvre père. On y attachait un animal, ou bien quand on voulait tirer un cheval, je ne sais pas. Parce que comme il était forgeron, le père de Cour. Oui. Oui. Et tu sais, et qu'est-ce que tu en déduirais, toi? J'en sais rien, tant que je vois. Il n'y a rien dessous. Hein. À quoi servait cet anneau? Attacher des animaux positifs, attacher un cheval, et oui, positif, attacher une vache, négatif, attacher un cochon, négatif, attacher sa femme, négatif. Non, attacher un cheval. C'était ça, tu penses? Oui. Enfin, j'ai ça au pendule. Hein. Oui. Quand je travaille avec ça aussi, si je demande la direction de l'eau, hop, et voilà, tu vois, elles sont pareilles. Et quand je passe sur une canalisation, par exemple là, je me promène comme ça, quand je suis sur la canalisation, mes baguettes partent et quand elles sont bien parallèles, j'ai dépassé de 80 cm les canalisations. Comme tous les enfants qui naissaient dans une chaumière, mon père m'avait appris à refaire les toits, puisque c'était les garçons souvent qui refaisaient les toits de chaume. Les filles, bon, c'était plus un travail d'homme, on va dire. Peut-être qu'aujourd'hui, avec l'émancipation, ça serait différent. Hein. Eh bien, je vais montrer comment on fait un toit de chaume, c'est-à-dire comment on pose le cloisseau sur le toit. On va rentrer ces gerbes dans la grange où on est là, et face à la porte de grange qu'on appelle l'air, on va enlever avec ceci le gras qu'il y a dans les épis.
Pour faire un cloissou, je prends une poignée de paille, je l'égalise bien, je la partage au milieu et je la mets tête bêche. Alors je reprends une autre poignée de paille, je la partage au milieu et à nouveau je la mets tête bêche. Ces deux poignées de paille, je vais les attacher ensemble, sans serrer. Je fais une boucle. Et maintenant, pour bien serrer mon cloissou, je vais faire pivoter la poignée de dessus sur celle de dessous. Je donne un coup de pied pour bien aplatir le nœud. Je prends un petit peu de paille de chaque côté. Je torsade cette paille. C'est le lien qu'on voit sur la latte. C'est un travail de patience. Hein. Je pose mon cloissou sur la latte. Je tourne avec mon lien autour de la latte et je viens attacher le cloissou qui est à côté. Je torsade, pareil que quand je fais mon cloissou, et je fais une boucle et les cloissous sont attachés les uns aux autres. Ce qui fait à peu près une bonne épaisseur de paille, ça fait entre 40, 50, 60 cm d'épaisseur de paille. Alors des fois on me demande si c'est chaud, si c'est froid, moi je dis que c'est le principe du pull en laine. Un pull en laine, on n'a pas froid, mais s'il y a du vent, le vent passe à travers. On met un caouet pour se protéger. Et si un jour vous venez, là, si vous rentrez dans une chaumière, dans une grange, qu'il y a du vent, vous sentirez bien le vent. Mais c'était pas si mal que ça, puisque nous sommes dans la grange. Ici, dans la grange, on met le foin. Et si ce foin n'était pas très sec, ça le ventilait et ça le séchait. On avait 4 vaches. Mon père était, on va dire, c'était 36 métiers, 36 misères. C'est-à-dire qu'il faisait marchand de vin, donc il plaçait du vin dans les campagnes comme ça, chez les paysans. Il faisait aussi, quand c'était l'époque des pommes de terre, donc l'intermédiaire entre les paysans et puis pour vendre les pommes de terre. Il descendait dans le midi souvent pour faire les vendanges. Il montait, on appelait ça une colle. Une colle, c'est-à-dire qu'il prenait des gens avec lui, il descendait dans le midi et donc il trouvait du travail là-bas pour faire les vendanges. À l'époque aussi, il y avait la maison Villemorin. Et la Villemorin et puis l'autre qui c'était Versepuis. Alors, on travaillait pour eux. Et bien par exemple, il y avait la gentiane qu'on en avait arrachée pour ces machins. Il y avait les babets qu'on allait chercher en pointe à cime des arbres. Il y avait, qu'est-ce qu'il y avait encore? Il y avait qu'on appelait les faines des fayards. Et pour les babets, vous montiez à la cime? Ah oui, tout à fait, parce qu'en général. Mais ça c'était bien payé. Ça, c'était pénible, mais c'était bien payé. C'est-à-dire qu'à l'époque, le grand truc, c'est comme c'était pas mécanisé. Il y avait de plus grands domaines ou autres, les gens employaient des gens pour faucher, pour faire le foin. Comme plus jeunes, les gamins de 6-7 ans étaient embauchés comme bâchers dans les fermes. Moi je dis, ma mère a été élevée par une tante à la vacheresse des Estables. Et en 1936, elle est montée au-dessus des Estables, là où comment ça s'appelle, Jacassis, près de la maison forestière. Donc la grande-tante tenait la ferme, elle était chez un gars plus jeune qui n'était pas marié, et donc elle élevait sa nièce, et elle gardait les vaches. Et là, après, elle descendait un peu à l'école aux Estables, mais il est resté plusieurs années là, chez ces gens. Puisque ma tante a fait un peu carrière, si vous voulez, c'était dans cette maison. Mais elle m'en parlait encore l'autre jour, quand on était gamin, que c'était le monde du Nord, on était content parce qu'on savait que l'été, il n'y aurait pas d'orage. Et là-haut sur les pentes du Musin, quand elle avait 7-8 ans, qu'il fallait garder les vaches et que le tournière claquait de tous les côtés, elle les avait comme ça. Moi j'ai connu encore l'époque où
comme on était nombreux de famille, chez nous, on était loués. Et donc, moi, je passais mes vacances dans une ferme complètement à l'écart de la famille. Et ça, j'ai un souvenir assez douloureux parce que j'avais 10 ans à l'époque, donc il fallait partir, il fallait travailler, il fallait faire on allait garder les vaches, on allait faire les foins, enfin, on faisait vraiment un travail, mais j'étais bien considéré. Par contre, chez mon frère, il était placé chez un célibataire qui vivait avec sa mère, et il m'a raconté, il l'avait gardé pour lui encore jusqu'à présent, il m'a raconté que c'était horrible. Quand il était à table, il mangeait avec eux, par contre il n'avait pas droit au dessert. Le cochon, vous le tuiez aussi à la ferme? Oui, ah oui, les cochons, c'est tué à la ferme. Ouais. C'est la tuaille qu'on appelle, quoi. La tuaille? Voilà. Là, on invitait plutôt les membres de la famille qui venaient donner un coup de main pour faire l'abattage, la découpe, tout. Vous mettiez la viande au saloir? Après? Ah ben, il fallait tout désosser et puis on faisait les saucisses, on faisait le boudin, les jambons, les caillettes, les pâtés. La tuade qu'on appelait était très particulière parce que c'était bien parce qu'on faisait ça à tour de rôle. C'est-à-dire que les gens du village se réunissaient chez la personne qui tuait son cochon, donc les hommes le matin venaient pour le travailler en fait, tuer le cochon, commencer à découper, bon. Et puis le soir, tout le monde était invité à manger à la maison. Donc des fois c'était beaucoup de monde. Mais ça avait un gros avantage de faire ces tuades un petit peu espacées, c'est que tout le monde mangeait du cochon frais en permanence. Tous les deux, du coup, vous faites tous les deux cette activité-là. Et vous faites tout pousser sur Frassenay? Non. On a depuis 4 ans un terrain à l'Entriac. On a 700 mètres d'altitude. Ça nous permet d'avoir une production d'été. Voilà, d'avoir une production d'été plus intéressante qu'on n'avait pas ici avant, quoi. Après, pour le reste, ça pousse bien ici, ça se pousse très bien ici, sur ce qui se, de toute manière, sur la plus grosse production et sur ce qui se vend le plus. Et nous, on vend beaucoup l'hiver, en fait, c'est des légumes qui se récoltent ou qui se gardent l'hiver. Et c'est même mieux de le faire ici, de le faire en altitude, pour la conservation. Ouais, il se garde mieux. Donc finalement, nous, c'est une manière de travailler qui nous va pas mal, et puis on aime bien le côté saisonnier aussi, quoi. Nous, on fait que de la vente directe jusque-là, quasiment que de la vente directe. Et puis on a ouvert un point de vente collectif il y a 2 ans et demi au Monastier. Où là maintenant on est 13 producteurs. Donc pareil, on commence à être bien achalandé. Le projet il est parti déjà il y a 4 ans quasiment, où on a commencé à se mettre ensemble à 3 producteurs pour être présents sur le marché du Monastier. À partir de là, ça a été croissant. Nous, on a dit on veut des produits de consommation courante, en plus du reste, et on veut que ce soit les gens du Monastier qui viennent au magasin. C'est une recherche permanente et une évolution permanente parce qu'on a beaucoup de fermes qui ont développé la vente directe et devant la demande des consommateurs, parce que ça marchait et qu'il faut répondre aux consommateurs absolument, et ils ont agrandi, quoi. Donc ils ont fait, alors agrandir et transformer, c'est encore pire. On a 3 métiers en fait, hein. On produit, on transforme et on vend. Et quand il faut agrandir les 3, ça se complique. Mais vraiment, il y a des gens qui ont suivi cette voie-là et qui sont tombés dans un piège de trop de travail, quoi, qui sont devenus fous au boulot. Et nous, on n'est pas tombés dans l'excès, quoi.
Et cet équilibre-là est permanent, est toujours très difficile. Donc la réalité économique, c'est comment on s'ajuste, comment on ajuste notre produit, comment on suit l'évolution des consommateurs, comment on a un débouché, mais il évolue, et comment on sait dire non aussi aux consommateurs, de dire non, nous à ce stade-là on vit et on ne s'agrandit pas plus. Nous ça a vraiment été le cas, quoi, hein. On faisait la vente de charcuterie et c'est toujours le cas, fin août, on dit non, il n'y a plus de saucisson, nous on ne transforme pas après le mois après le mois d'avril, on s'arrête fin avril, parce qu'après on ne peut plus, il fait trop chaud. Et ça c'est un vrai choix qui est difficile, hein. C'est notre problème d'ailleurs, c'est exactement le gros problème de l'accompagnement et comment installer des gens qui veulent monter des petites structures, vivre localement et à petite échelle, c'est que le système n'est pas adapté. Par exemple, pour nous, la difficulté, ça a été de trouver de la terre alors qu'il ne nous fallait pas grand-chose et qu'on débarquait pas, quoi. On débarquait pas, hein, parce que nous, les terrains qu'on a rachetés, c'est de la famille Thomas. Voilà. C'est des régions qui sont encore où il y a une dynamique agricole, c'est-à-dire que les terrains sont exploités. Donc quelqu'un qui veut s'installer pour faire autre chose que l'agriculture traditionnelle ici, c'est compliqué. Et puis quelqu'un quelqu'un qui voudrait s'installer donc sur ce qui se fait traditionnellement ici en élevage ou quoi, après c'est encore une autre histoire, mais a priori sur la reprise agricole et tout, c'est compliqué. Ouais. C'est vrai que nous, même avoir quelques hectares pour faire des légumes, quelqu'un qui débarque vraiment, va chercher, quoi. Chapeau. Ouais. En 2013-14, j'ai voulu arrêter la ferme pour créer une association qu'on a appelée l'Atelier des possibles, pour donner encore plus d'ampleur à vraiment travailler sur cette dynamique d'installation de jeunes, puisqu'il y a une demande, il y a vraiment une demande sur le secteur de jeunes qui veulent créer leur activité de façon alternative, différente, et puis donner aussi une dynamique à toutes les initiatives citoyennes. Par exemple, on organise la fin de novembre, du coup avec l'Atelier des possibles et Terre de Liens, on organise un café installation. Donc en fait c'est des rencontres justement pour mettre en relation des agriculteurs avec des gens qui cherchent du terrain. Qui cherchent des cédants et des repreneurs en fait. D'accord, oui. Voilà. Dans un dating agricole. Voilà. Et justement par rapport à l'installation et la difficulté de s'installer et la difficulté pour les gens qui partent à la retraite ou qui arrêtent de céder. La dynamique elle est là, et puis en plus qu'il y ait des gens qui viennent ou des gens qui veulent rester surtout, c'est que petit à petit il y a des choses qui se mettent en place pour que les gens restent. C'est-à-dire que les gens s'installent ou que les gens restent, quoi. C'est-à-dire que des jeunes qui se disent tiens on va s'installer, mais même des gens qui se disent tiens on va habiter là. On a une petite famille, on a des gamins en bas âge, on veut habiter là, on veut trouver une maison et on veut avoir une activité, quelle qu'elle soit, artisanale ou autre, professionnelle ou autre, mais on veut s'installer là. Je pense que peut-être au Monastier plus facilement qu'ailleurs, ils vont trouver des gens en face d'eux, quoi. Des gens qui vont leur dire ah bah ouais c'est bien, il existe ça, il y a telle personne qui peut t'aider, il y a tel organisme qui peut t'aider. Ils ne seront pas isolés, quoi. Ils ne vont pas se retrouver devant des... Et ce qui fait que les gens ne repartent pas sans avoir rien trouvé, quoi. Et ça, ça se met en place. Ça a peut-être toujours plus ou moins existé au Monastier. Enfin, il y a toujours eu un côté attractif par le dynamisme, et puis là ça commence vraiment à se concrétiser, quoi. Badabau, badabau mit Savio, badabau, badabau mit Famau. Caden solo browning caramel mit Famau. Caden solo browning caramel mit Famau. Les gens ici ils disent que celui qui n'est pas né ici ne peut pas tenir 2 ans. Mais moi j'aime le climat alors.
mes famau. Ici, le climat est un peu plus plat, l'Ardèche c'est bien bossu. La Marta se fazia, menen so une de ritze, ura bien pruderzan escudren nostra bizza. Mézin prend son chapeau, quand il commence à sourire. Bergère, prends ton manteau. Cadenzol blanc in caramel me famau, cadenzol blanc in caramel me famau. Cosa la feiro, muses glor.